Michel Auvray est historien et journaliste spécialiste des relations armée-société. Mardi 29 septembre 2020, il était invité à la librairie Ombre Blanche pour présenter son nouvel ouvrage paru aux éditions Imago avec le soutien du CNL, Histoire des citoyens du monde, un idéal en action de 1945 à nos jours, en conversation avec Jean-Pierre Amalric. Eh bien, bonsoir, chers amis. Le sujet qui nous réunit dans ces moments encore soumis à cette catastrophe mondiale, le sujet a déjà une dimension mondiale, puisque nous allons parler, c'est le titre de l'ouvrage de Michel Auvray, de l'histoire des citoyens du monde. Un bref sondage que j'ai fait dans ma descendance, au niveau de la deuxième génération qui me suit, m'a révélé la totale ignorance des générations suivantes sur ce qu'avait été cette aventure, un peu folle, il faut le dire, mais sympathique et significative des citoyens du monde. Et le mérite tout à fait remarquable de Michel Auvray est de s'être attaqué à l'histoire de ce mouvement, bien oublié, je pense, aujourd'hui, même dans des histoires générales sur l'époque concernée, c'est-à-dire les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, on ne trouve guère de mention de ce mouvement ou tout au plus une phrase de circonstance, mais sans jamais s'avancer plus avant. Le travail de Michel Auvray, nous allons le voir, et de toute façon, il faut acheter son livre pour s'en convaincre, n'est pas un essai banal, mais c'est réellement un travail de recherche. Voilà ce que je voudrais dire pour commencer. En tant qu'historien de pratique, moi j'ai été impressionné par l'ampleur de l'enquête qu'il a réalisée, une enquête de recherche avec beaucoup de sources imprimées, notamment de presse. Et Dieu sait si la presse écrite, on s'en rend compte, quelle différence avec les temps que nous vivons. La presse écrite, à l'époque, était le média fondamental et qui tenait vraiment une place centrale, mais aussi, il s'intéresse aux témoignages, aux mémoires, il y en a finalement pas mal, et aussi parfois des documents d'archives publiques et même privés. Et donc, je pense que c'est un travail de recherche qui, s'il avait été soumis à un jury universitaire, n'aurait pas eu de mal à en avoir l'onction. Je dis cela en tant que retraité, n'ayant plus la compétence, mais enfin, je me permets quand même cette remarque qui peut-être fera un baume salutaire à l'ego de l'auteur. Alors, cela dit, si nous essayons d'aborder son livre, nous pouvons l'aborder de plusieurs points de vue, et je dirais de plusieurs points de vue spatiaux. Et je vous proposerai là d'organiser cette petite conversation avec un effet de zoom. Les citoyens du monde, ça part du monde. Et ça part du monde tel qu'il est au début de la formation du mouvement. Nous sommes en 1948, c'est-à-dire à une date où le monde de l'après-guerre mondiale est en train de se scinder en deux blocs qui vont donner lieu à la guerre froide. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer ce contexte et en particulier l'événement particulier qui s'y rattache, c'est-à-dire la tenue de la première assemblée de l'ONU, parce que c'est... Troisième. Ah oui, c'est pas la première, il me corrige déjà. La troisième, vous voyez, il a mieux vu les choses. Non, mais l'ONU est née en 1945. Voilà. L'immeuble à New York est en construction, à Manhattan. Le fait est que le bâtiment ne sera achevé qu'en 1952. Donc tous les ans, l'Assemblée générale de l'ONU se tient dans un pays différent. La première, c'est à New York, la deuxième, c'est à Londres, la troisième, c'est à Paris, et la cinquième sera de nouveau à Paris, au Palais de Chaillot, parce que c'est le plus grand espace à Paris pour recevoir les délégués, les secrétaires, les traducteurs, la presse venue du monde entier. À l'ombre de la Tour Eiffel. On a fait là tout un village, non ? De baraquements, de bâtiments. Mais
comment dire, même le palais de Chaillot, il y a tout un espace muséographique, notamment le musée de l'Homme, un des premiers réseaux de résistants quand même, qui est dans les sous-sols du musée de l'Homme avec la Ronéo. Et c'est vrai que ça va être un effet de circonstance, parce que au départ, c'est Gary Davis qui va devenir une icône. Ah, donc nous allons parler. Bon, Vous Gary pourriez Davis, on va décrire rapidement, comédien, Broadway, famille d'artistes, le père chef d'orchestre, la mère peintre, le frère cinéaste, enfin, famille d'artistes assez aisée, il est comédien à Broadway, donc comédien danseur, hein, et il est mobilisé en 1942 pour faire la guerre. Donc il est copilote puis pilote de bombardier, amené à bombarder les installations militaires nazies, mais à bombarder aussi, et je dirais surtout, à partir du moment où il y a ce tournant de la guerre, les bombardements dits de zone, c'est-à-dire les Alliés, alors qu'ils ne le souhaitaient pas au départ, qui se mettent à bombarder la population civile dans l'est de la France, mais en Allemagne. Les villes allemandes. Pour essayer de faire en sorte que la population se révolte contre ses dirigeants, soit démobilisée. Échec, on le sait, rétrospectivement. Mais 48, il fait partie de cette génération qui est un peu tourmentée par ce passé. Et il vient en France avec le souci de copier d'ailleurs quelqu'un qui est complètement passé à la trappe, hein, qu'on a complètement oublié, qui était un autre soldat américain, qui lui avait été infirmier, et qui s'est engagé en Allemagne pour aider à reconstruire ce qu'il avait contribué à détruire. Et Gary Davis vient avec cette intention-là, renoncer à son passeport. Et quand il se présente au consulat américain à Paris, en bas des Champs-Élysées, consulat et ambassade sont juste connexes, on ne le prend pas au sérieux. On lui dit repassez la semaine prochaine, on verra ça. Et puis il insiste, et il se veut premier citoyen du monde, en oubliant quand même que dans l'histoire, il y en avait eu un certain nombre, Erasme, Diogène, Montesquieu, Victor Hugo, qui a cette belle formule, je trouve, pour définir un citoyen du monde. La formule de Victor Hugo, la préface au Burggrave, qui est effectivement avoir pour patrie le monde et pour nation l'humanité. Oui, mais c'est vrai que ça élargit. Cette aventure individuelle de Gary Davis, qui est fondamentale, bien sûr, elle se situe dans ce contexte de guerre froide. De la guerre froide, et en particulier de cette assemblée de l'ONU. Car il me semble vous avoir lu que dès le début, il voit là l'occasion de poser son geste de renonciation à la citoyenneté américaine face à la communauté mondiale symbolisée par l'Assemblée. Et alors là, comment est-il reçu? C'est là. Il renonce à son passeport longtemps. Tout le monde a écrit, et j'ai écrit en 1983 dans un premier livre il y a longtemps. Je vais avoir une demi-page consacrée à Gary Davis, parce qu'il soutient à un moment donné de son parcours l'objection de conscience. Il a déchiré son passeport. Alors c'est spectaculaire, j'ai dû trouver 12 ou 15 occurrences qui disent il a déchiré son passeport. Non, il a remis au consulat américain le 25 avril. Personne n'y fait attention. Il a beau avoir sollicité la presse, les agences de presse, rien. Par contre, quand il prend conscience que l'ONU va se réunir à Paris, il se dit, là, il y a du monde, il y a des journalistes. Conclusion, il va demander asile et protection à l'ONU. Puisqu'il se veut citoyen du monde, il demande asile à l'ONU. Bon, on le prend pour un fada, si ce n'est qu'il fait la une des médias, quoi. Parce que c'est quand même un peu original. Les apatrides, il y en a beaucoup à l'époque, mais ils ne sont pas volontaires. Après la Seconde Guerre mondiale, les frontières ont été redessinées. Il y a beaucoup de gens qui ont fui, qui ont été amenés à fuir leur pays. S'ils n'ont plus de patrie, de territoire pour les accueillir, ce n'est pas le cas de quelqu'un qui fait partie du pays le plus riche au monde. Et donc le fait qu'il renonce de lui-même à sa nationalité américaine et à toute nationalité, c'est vrai que ça fait amuseur. Donc on se moque de lui. On le prend pour le folle de Chaillot. Alors le folle de Chaillot, ça renvoie à la folle de Chaillot qui de Giraudoux. Voilà, et qui avait été un succès juste après la Libération.
Et Chaillot, bon, on ne va pas revenir sur qu'est-ce que c'est, mais c'est le Trocadéro, c'est au pied de la Tour Eiffel, c'est immense. Donc il campe là, enfin il campe, d'abord il campe sa tente, il a une salle de couchage, une machine à écrire et son blouson d'aviateur. Il n'a pas quitté Je son crois à blouson vous lire d'aviateur. la Bible aussi. Et il a une Bible, vous avez raison, ça généralement on ne le voit pas, enfin on ne le dit pas, mais il est très attaché effectivement à une communauté protestante américaine. Et au départ il a été pacifiste, puis il s'est rendu compte que ça, bon, on ne l'écoutait pas beaucoup. Là, le comédien, il est sous le feu des projecteurs, et il joue effectivement au refus public, ce qui fait que ça attire effectivement la une des médias. À part l'Humanité, mais qui s'en moque justement comme le Folle de Chaillot, il attire l'attention, et notamment d'une presse issue de la résistance. Je pense à Combat. Alors Combat jusqu'en 1947 était dirigé par Albert Camus, qui ensuite se consacre à son rôle de romancier. Camus, on pourra en reparler, parce qu'il joue un rôle central. Oui, mais là, nous sommes en France. En France, effectivement, eh bien, il y a Franc-Tireur, il y a Combat. Oui. C'est Bourdet, Claude Bourdet, on l'a oublié, mais Claude Bourdet, le PSU, le MCA, bon. Claude Bourdet, qui était le numéro 2 du mouvement Combat. Hein. C'est-à-dire qu'Henri Freinet rejoint De Gaulle à Londres, puis à Alger. C'est Bourdet qui dirige le mouvement Combat, qui est le principal mouvement de résistance. Donc il y a cette résistance non communiste. Il y a bien sûr le Canard enchaîné, traditionnellement pacifiste. Il y a Le Monde, le journal Le Monde, je dis bien, qui, avec Beuve-Méry, avec André Fontaine, qui est un jeune rédacteur à l'époque, mais plus brillante, qui deviendra rédacteur du Monde, mais qui suit tous les événements et qui même applaudit dès demain, parce que c'est une option dite neutraliste. Ni Moscou, ni Washington sont des gens qui ont pris conscience que, en 14-18, les Américains, ils sont arrivés en 17, ça va être 3 ans après. À la Seconde Guerre mondiale, les Américains, ils sont arrivés en 44. Donc il aura fallu quand même 5 ans pour libérer le territoire. Et là, ils se disent, s'il y a une prochaine guerre, elle est atomique, hein, qui va prendre? Eh bien, c'est l'Europe au milieu, donc en particulier les Français. Et cette rupture aussi, puisqu'il y a les premiers balbutiements de l'Europe, d'une Europe coupée en deux, avec le rideau de fer, avec la guerre froide dès 1947, qui est terrible. En 1948-1949, c'est là où il y a le blocus de Berlin. On l'oublie, hein, ça a duré... Voilà, oui. Donc, je pense quand même que, avant d'en venir à la réaction française, qui est certainement la plus forte, mais il faut bien être conscient qu'en 1948, les anciens alliés de la guerre mondiale sont en train de devenir les deux puissances ennemies. Et on le voit en Europe de l'Est, l'affaire de Prague, par exemple. On le voit dans d'autres terrains, en Chine, puisque en Chine, c'est en 1949 que les communistes l'emportent avec moi. Bon, on est dans ce monde qui est en train de se fracturer en deux. Et face auquel, parce que vous avez des citations assez probantes, c'est l'Organisation des Nations Unies, qui a été fondée un peu sur le modèle de la SDN, mais si possible, en essayant de ne pas retomber dans les échecs de la SDN, à son tour, semble frapper de paralysie. Oui, alors c'est vrai que Roosevelt n'était plus là pour défendre son projet. C'est vrai qu'il y avait réellement une option multilatérale et même mondialiste. Il ne faut pas oublier l'UNESCO, qui est une agence de l'ONU, l'UNESCO qui se veut mondialiste, défendant les citoyens du monde à l'époque. Bon. On est dans une situation où il y a le Conseil de sécurité, qui est verrouillé, on le sait, effectivement. Par le droit de veto des grandes puissances. Voilà. La France doit son siège à l'insistance de Churchill. Mais c'est l'affrontement. La tribune de l'ONU, enfin l'Assemblée générale, sert de tribune d'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Et comme les États-Unis, il y a très peu de pays africains à l'ONU à l'époque. Donc les États-Unis dominent et en Europe et en Amérique latine. Bon, ils ont aisément la main, ce qui fait que, bon, sans vouloir faire un anachronisme, mais quand on parlera en 1950 de la guerre de Corée, où alors que l'ONU était jusqu'alors incapable de faire la paix, c'est sous le drapeau de l'ONU que les Américains vont faire la guerre en Corée, alors que la Russie
la Russie ne siège pas au Conseil de sécurité, elle boycotte à ce moment-là le Conseil de sécurité, parce que le représentant de la Chine à l'ONU, c'est Taïwan. C'est pas la Chine populaire. C'est Chiang Kai-shek. Ah ouais. Et donc, c'est parce qu'il y a effectivement ce boycott soviétique. Autrement, Conseil de sécurité, il faut qu'il y ait le droit de veto, c'est un peu exagéré. Mais c'est vrai qu'un pays peut bloquer au Conseil de sécurité. Avec les 5 membres permanents, ils peuvent bloquer tout le fonctionnement. Oui, d'où l'impression quand même, quand on lit les témoignages de l'époque, que déjà l'ONU est un peu ce machin, pour reprendre le mot dont le fustigera plus tard de Gaulle. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et donc, mais quand Gary Davis, qui est quand même citoyen et militaire américain, refuse sa nationalité, ça apparaît quand même comme un coup porté à, justement, la puissance américaine. Ça peut être interprété comme ça, ça n'est pas le cas. Un coup porté à l'ONU, parce que bon, allez, là on peut aller un peu plus loin, c'est que après avoir campé quelques jours, 5-6 jours, sur bon, il finit par avoir une tente. Gary Davis se fait sortir parce que on entre dans les affaires sérieuses. Il y a le Conseil de sécurité qui se réunit. L'Assemblée générale va se réunir 2 jours après. Donc on l'évacue. Et on l'évacue avec son matériel de camping, ce genre de choses. Donc il ne peut plus se rendre à Chaillot. On l'interdit de territoire. Bon. Et c'est vrai qu'il va y avoir une mise en scène avec quelqu'un qu'il va rencontrer, qui est Sarrazak, qui est un autre personnage. Alors c'est un couple inédit, parce que autant il y en a un qui est comédien, qui va refaire à plusieurs reprises, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais 3 fois en 2 ans, il rejoue le même parcours de je m'installe, je campe avec mon sac de couchage, même en plein hiver, sur le pont de Quelle, enfin à côté du pont de Quelle, en plein hiver, donc il prend mal, il va à l'hôpital, mais je campe et je demande à être arrêté, ou je demande à ce qu'on m'expulse physiquement pour se désolidariser, dire qu'on me maltraite. Et c'est vrai que le Sarrazak, ça n'a rien à voir. Sarrazak, c'est un ancien colonial, militaire de carrière. Son père était directeur de l'école normale, donc instituteur, à Périgueux. Il préparait l'école, il se préparait à devenir instituteur, et à l'âge du service militaire, il s'engage. Et attiré par la Chine, la Cochinchine, l'Orient, il passe 9 ans sous le drapeau, quoi. Donc, c'est pas un pacifiste, quoi. Alors que Gary Davis, c'est un pacifiste à l'américain. Et on se retrouve en France, il ne faut pas l'oublier, en 1948, les pacifistes ont plus tellement d'espace où se mouvoir. C'est là où ça va être aussi un renouveau du pacifisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Munich entre-temps, parce qu'il y a certains pacifistes, pas tous, mais certains pacifistes qui ont plus ou moins collaboré, en tout cas dans la presse, hein. Bon. Et que Mounier, la revue Esprit, va les prendre en partie. C'est aussi, c'est vrai, un renouveau du pacifisme. Bon, alors, nous arrivons en France, et je vois que vous tenez à tout prix à arriver en France. Alors, nous voilà en France, je veux dire, face à l'opinion française. Ouais. Alors, vous avez déjà évoqué le rôle de la presse. Et il faut rappeler effectivement, donc, le rôle, vous avez fait allusion, du Monde et du Canard enchaîné, oui, en particulier. Est-ce que sur Le Monde, il faut peut-être rappeler que Le Monde est un journal tout jeune à ce moment-là. il est né en 1944. Hein. Voilà. Lui, il est né après la guerre, il n'est pas issu de la résistance, hein, pour remplacer le Temps. C'est De Gaulle qui... Bon, le Temps avait été quelque peu compromis, lui. Et puis il avait fait son temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le Monde reprend l'imprimerie, les locaux du Temps, oui. y compris les caractères gothiques du titre. Et oui, il y a effectivement ce souci de... Les Américains ne peuvent pas protéger la France, ne peuvent pas protéger l'Europe de l'Ouest, encore une fois. Ils mettent en danger l'Europe de l'Ouest. Ce qu'il faut, c'est créer une troisième voie, créer entre Moscou et Washington un autre espace de dialogue. Ouais. Et c'est vrai que la caisse de résonance, on va le voir par exemple avec un groupe pareil, dans lequel est mouillé Sartre, mais dans lequel sont mouillés David Rousset et Jean Rousse, donc plutôt des gens qui ont été trotskistes. Et on va le voir, comment dire,
c'est comment il y a une recherche de troisième voie entre l'Est et l'Ouest. Et c'est ce qui va finir par se définir par un terme, le neutralisme. Le neutralisme. Et qui fait écho, parce que Claude Brodé en est un des tenants. Alors, ça ne va durer qu'un temps, parce qu'en 1951, les 6 députés, il y a par exemple l'abbé Pierre aussi, rien à voir. Il y a les libertaires sont dans le coup, bien sûr, parce que pacifistes. L'abbé Pierre, lui, vient d'ailleurs, il est MRP, mais il s'engage à fond. Et d'ailleurs, du côté des fédéralistes mondiaux anglo-saxons, il va être vice-président du mouvement pour l'unité mondiale. Et c'est vrai que pendant 4 ans, alors qu'il ne parle pas du tout anglais. Bon. Mais l'abbé Pierre va se mouiller et jusqu'au terme de sa vie, il se revendiquera effectivement citoyen du monde et mondialiste. Pierre Berger, le même, le même que Bernard Buffet ou... Oui, donc non, c'est pour essayer de voir. Donc Le Monde, un journal nouveau qui veut définir sa position dans la politique française, et Dieu sait qu'elle va devenir très importante, va miser finalement sur cette aventure au début. C'est aussi le cas d'un vieux journal, vous l'avez cité, Le Canard enchaîné. Qu'est-ce que Le Canard enchaîné vient faire dans cette histoire ? Eh bien, le Canard enchaîné, et puis là, c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai que j'ai apprécié qu'ils m'ouvrent les archives. Ça n'a pas été ça mal parce que leurs archives sont particulièrement fermées. Il n'y a même aucune salle de consultation, rien. Ils ont tellement peur que, bon... En fait, ce qui me fait savoir, c'est qu'il y a des règlements de compte pour les gens qui divorcent, qui cherchent des papiers pour nuire à l'ancien conjoint. Et c'est vrai que le Canard enchaîné se mouille complètement. Alors, le Canard enchaîné, né dans les tranchées de 14. Voilà. Et c'est vrai que position pacifiste. Le Canard enchaîné, par exemple, à l'époque, ils aiment bien manger, bien boire, le Julianas est leur vin préféré. Donc, ils accueillent, une fois que Gary Davis est chassé du palais de Chaillot par l'ONU, les troupes, les policiers français. Et le Canard enchaîné l'accueille en disant qu'ils campent dorénavant dans les locaux du Canard enchaîné, et ils le font citoyen d'honneur de Julianas. Bon, voilà. Mais c'est Traîneau. Alors la personnalité de Traîneau, qui est à la fois l'éditorialiste, la grande plume du Canard, et qui va se mouiller complètement, en disant par exemple, en écrivant, voilà ce qui se passe, en faisant des unes entières, en disant, mais si vous voulez, si vous êtes d'accord, si vous sentez citoyen du monde, écrivez-nous, on fera suivre. Et qu'ils ont reçu des centaines et des centaines de lettres de lecteurs et de lectrices, disant, bon, c'était surtout des lecteurs au Canard, mais disant, mais je me sens, bon, et c'est vrai que j'ai pu consulter une partie de ces documents, c'est assez amusant, quoi. Il y avait toute une tradition, comment dire, c'était 48, alors la guerre froide, le blocus de Berlin, on est dans une situation qui est à la fois très tendue, et que, je m'éloigne un peu de la France là, mais une des grandes figures du mondialisme, c'est Albert Einstein. Albert Einstein, qui lui avait été pacifiste intégral, radical, pour la suppression du service militaire, le soutien total aux objecteurs. Dès 1914, alors Einstein a été apatride volontaire, c'est-à-dire pour ne pas faire le service militaire en Prusse, il était parti en Suisse. Et donc il s'est retrouvé en Suisse, il lui a fallu 5 ans pour avoir la nationalité suisse. Et ensuite il a pu revenir en Allemagne, mais avec la nationalité suisse. Donc, bon. Et c'est vrai que Einstein, qui avait été pacifiste radical, change d'opinion en février 1933. Oui. Pour une raison bien simple. C'est qu'il y a le petit chancelier. Oui. Voilà. Bon, mais revenons à 48. Et donc... Attendez, Jean-Pierre. Jean-Pierre était mon premier lecteur, je tiens à le dire. Oui. C'était au mois de mars, parce que le bouquin a été confiné pendant 6 mois dans des cartons, et Jean-Pierre a été mon tout premier lecteur. Mais Einstein, qui écrit, dès 1945-46, Un monde uni ou le néant. C'est-à-dire, il y a un tel danger de conflagration nucléaire, et atomique, parce que d'abord, les Américains sont les seuls à détenir l'arme atomique,
Le traumatisme, c'est Hiroshima, Nagasaki 3 jours après. Mais ensuite, les Soviétiques, on le voit très bien, et on le sait par les Américains, ont aussi la bombe atomique. Bon, donc c'est vrai qu'il y a une nécessité de partager cette communauté d'intérêts, Edgar Morin écrirait cette communauté de destin. C'est ça les citoyens du monde. C'est qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, on est dans le même bateau. Oui, donc, ça veut dire que Gary Davis n'avait pas, lancé une idée qui lui était passée par la tête. Il était finalement l'interprète d'une aspiration plus large dont une figure comme Einstein, Bertrand Russell. Et Bertrand Russell et d'autres ont déjà exprimé. Mais enfin, lui se lance dans l'action. Bon, revenons-en à la presse française. 2 organes, Le Monde, Le Canard enchaîné, Combat, journaliste issu de la Résistance, avec sa plume... à l'époque, c'est Bourdet. Ça a été Camus juste avant. Voilà. Mais Bourdet, grande plume. Voilà. Et Bourdet qui va créer l'Observateur, ce qui a donné lieu au catalogue publicitaire d'aujourd'hui, quoi. Mais à l'époque, c'était vraiment un périodique, quoi. Et avec des opinions. Et c'est vrai qu'il crée l'Observateur et il descendra d'ailleurs à Cahors pour l'Observateur. Mais Bourdet s'engage vraiment à fond dans ce mouvement, mais par souci neutraliste. Voilà. Alors bon, voilà, si vous voulez, quelques moteurs de presse qui vont jouer quand même dans cette affaire. On le voit, un rôle d'acteur, vraiment. Et avec eux, écrivant souvent d'ailleurs dans tel ou tel, il y a alors les intellectuels. Car l'affaire des citoyens du monde, ça c'est frappant en lisant le livre, va provoquer une mobilisation en France tout particulièrement, des intellectuels absolument extraordinaires, puisqu'on va y retrouver des noms que, a priori, pas grand-chose ne rapprochait, finalement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est la capacité d'attraction de ce mouvement, dans lequel on va retrouver des voix comme celle d'Albert Camus, au premier plan, je veux dire. Mais à côté de Camus, il y a André Breton. Dieu sait que c'est pas tout à fait la même vision. Ils ne sont pas encore fâchés, c'est avec l'homme révolté qu'ils se fâcheront. Mais oui. Oui, la même vision. Oui, mais il y a Jean Poyat, il y a Raymond Queneau. Oui. Alors il y a l'abbé Pierre, il y a Henri Rosaire qui, lui, c'est un pasteur qui a été emprisonné pour objection de conscience en 1939. Et donc, en fait... Marcel Capy. Oui, il y a des gens moins connus aussi, il faut le dire. Mais il y a donc... Un peintre, Jean Hélion, qui était très connu à l'époque. Oui, le peintre Hélion, c'est vrai, on voit qu'il joue un rôle très important. Et donc, dans cette mobilisation des intellectuels, il y a quand même l'idée d'un rôle qu'ils ont à jouer dans la société. Et il crée ce qu'il appelle, ce que Sarrazac appelle, un conseil de solidarité autour de lui. Oui. Alors, conseil, c'est parce que Sarrazac joue beaucoup avec les mots. On aurait dit aujourd'hui que c'était un communicant. En fait, il a terminé sa carrière de militaire au service de Freinet, d'Henri Freinet, qui était à ce moment-là ministre des déportés, prisonniers et rapatriés. C'est-à-dire il fallait rapatrier quelques millions de Français qui étaient dans des camps, des stalags. Et donc, il était à la tête du service Allemagne à ce ministère d'Henri Freinet pour faire de la propagande, pour balancer des journaux, des tracts, pour expliquer aux gens qui étaient là, qui avaient été quand même détenus depuis 1940, que quelle France se mettait en place, qu'est-ce qu'avait été la résistance, et comment on allait les accueillir. Et c'est vrai que le Sarrazac a ce souci des mots, parce que Conseil de solidarité, c'est parce qu'il y a le Conseil de la République à l'époque, plutôt que le Sénat, c'est qu'il y a le président du Conseil, non pas le Premier ministre, donc il joue sur les mots, c'est quelqu'un qui a une grande culture, on verra sur le rôle que Cahors jouera dans l'histoire, mais il veut que Cahors joue le rôle de nouveau Vizille. Vizille, ça renvoie aux États généraux. Bon, et c'est Michel, on parle pas... intellectuels. Je pensais qu'avant d'en venir à Sarrazac, il fallait en dire un tout petit peu plus sur les points de vue de Breton, par exemple.
ou de Camus. Moi, j'ai relevé 2 ou 3 citations, Ouais. puisque quand même, j'ai lu le livre peut-être mieux que vous, finalement, on ne se relit jamais assez, et que je trouve J'étais à l'amener à le réduire. extrêmement parlante. Par exemple, Breton dit il suffisait qu'un homme se levât pour tout remettre en cause et sommer le monde de se reconnaître. Alors, on est quand même de cette image du pape du surréalisme, attendant le salut, si vous voulez, d'un prophète, en quelque sorte, de l'action d'un prophète, c'est quand même assez suffocant. Et le rôle, la perception, par exemple, qu'a Camus de Gary Davis, aussi, je la trouve assez... Il le soutient très vigoureusement, et en même temps, il y a une pointe d'humour chez lui qu'on trouve dans des citations comme quand il dit Gary Davis a le style d'un... il raconte à ce moment-là, Camus, qu'il est en train de lire le Quichotte. Ouais. Et il dit Gary Davis a le style d'un Sancho maigre avec les folies de son maître. Donc il y a cette pointe quand même d'amusement. Et plus sérieusement, dans un autre texte, Camus toujours, dit, prend la défense de Gary Davis, à qui ses ennemis reprochent de se donner en spectacle, d'être finalement un manipulateur, etc. Il dit, il va très, très loin, Camus, il dit, Socrate aussi donnait des spectacles permanents sur la place des marchés. Il va donc jusqu'à les rapprocher. Je veux dire par là que le comportement, aujourd'hui c'est assez classique, ces comportements de communication et un peu provocation et action. À l'époque, c'était certainement beaucoup plus exceptionnel. Et ça amène ces réactions, si vous voulez, très personnelles finalement de chacun face au phénomène. Non ? Par rapport à une citation ou une définition, c'est Claude Bourdet qui fait un éditorial dans Combat qu'il appelle le petit homme. Et beaucoup de ses confrères vont reprendre cette expression, le petit homme. Pas parce qu'il est petit de taille, c'est vrai qu'il est pas physiquement, c'est pas le Don Juan, Gary Davis. Mais le petit homme, parce que il serait né en Allemagne, ça aurait été monsieur, je sais plus, en France, monsieur Durand, monsieur Dupont. Ouais. C'est quelqu'un comme tout le monde. Et c'est quelqu'un comme personne. Oui, c'est personne et tout le monde. C'est-à-dire, il incarne quoi ? Ce fait que tout un chacun peut effectivement s'affirmer. Alors, il va y avoir un centre d'enregistrement, s'enregistrer citoyen du monde, mais sans renoncer à son passeport. Parce que Gary Davis, lui, a renoncé à son passeport. Il va avoir des ennuis pour passer les frontières quelque peu folles. Et puis surtout, ça va durer. Après, il fabriquera même son propre passeport. Ouais. Mais c'est vrai que au départ, il y a un souci de se faire reconnaître comme citoyen du monde. Voilà. Bon, alors, donc, on a vu à quel point ça emballe ceux qui sont ses soutiens et qui s'expriment non seulement d'ailleurs dans la presse, mais dans des meetings. Ah oui. Hein, il y a un grand meeting au Veldiv en décembre 1948. Oui. Le 9 décembre. Et 6 jours avant, il y avait eu un meeting à Pleyel. Et là, il y a pas, c'est pas les politiques qui tiennent le haut de la tribune. C'est Pleyel, 2000 personnes dehors, 2700 à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce qu'ils parlent là 17 000, enfin, selon les sources, entre les plus basses, je crois, c'est à 15 la police. Il y en a qui vont jusqu'à 25 000. Oui. Disons 17-20 000 personnes au Veldiv. À l'époque, le Veldiv n'est pas entré dans la mémoire collective pour ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un lieu sportif, les 6 jours, cycliste. C'est un lieu de meeting. Maurice, le déserteur Torres, quand il rentre en France, le premier meeting, il le tient au Veldiv. Oui, mais on ne parle pas de celui-là, on parle de celui de décembre 1948. Bon, et c'est vrai que Gary Davis est porté en triomphe parce qu'il y a une mise en cause de l'ONU. Mise en cause de l'ONU parce que, effectivement, 10 jours avant, Davis, qui essaie d'intervenir à la tribune de l'ONU, il est de suite expulsé, en plus on le reconnaît, Sarrazak, lui, réussit à lire le texte entier, qui est une déclaration critiquant l'ONU au nom des peuples du monde. Parce que le principal reproche fait à l'ONU, c'est qu'effectivement, c'est une réunion d'État.
que c'est une réunion de chefs de gouvernement. Par-dessus les citoyens. Par-dessus les citoyens. Et ce qui est voulu. Alors, autant, il y a une petite différence là entre les fédéralistes mondiaux, donc anglo-saxons, qui veulent un gouvernement mondial. C'est le cas de Gary Davis. C'est comme c'était le cas d'Einstein. Et puis, les citoyens du monde, et particulièrement en France, comme Camus, qui affirme, Camus, dès 1945, souhaite un Parlement mondial. Et c'est pas la même chose tout à fait un gouvernement et un Parlement. Hein. Mais revenons à nos intellectuels. Il n'a quand même pas que des admirateurs chez les intellectuels. Et on lui fait finalement, d'un côté et d'un autre, un double reproche tout à fait contradictoire. Par exemple, Mauriac. François Mauriac. Oui. François Mauriac, dans un article, lui reproche, je résume, mais finalement... De rouler pour Moscou. Voilà, de rouler pour Moscou. Oui. Et l'humanité n'arrête pas de le critiquer parce qu'il est américain et il roule forcément pour un champion. Voilà. Et alors, il y a celui dont on n'a pas encore parlé, on en aura fini là avec... Sartre. C'est Sartre. Alors, il est certain que Sartre n'est pas au début dans les fermes soutiens. Non. Pas et du tout. Ça même à croire les mémoires de Simone de Beauvoir, ça heurte quelque peu Camus qui va le chercher parce qu'il y a des gens très, très différents. David Rousset, et notamment, il y a, alors, épiphénomène, ça dure 15 mois, le RDR, Rassemblement démocratique révolutionnaire, dans lequel il y a Rousset et Rousse, Sartre notamment, et c'est pour constituer une force à la gauche de la SFIO. Ça, il ne faut pas l'oublier, en France, c'est quand même les gouvernements de coalition depuis février 1947, depuis que les ministres communistes ont été chassés du gouvernement. Alors en France, comme en Italie et comme en Belgique, hein, il n'y a plus de ministres communistes au gouvernement, alors qu'ils étaient depuis la Libération. Et on se retrouve dans une situation, c'est une coalition entre les démocrates chrétiens, MRP, les radicaux et les socialistes, enfin, SFIO. Et ce sont les mêmes qui vont devenir très rapidement atlantistes pro-américains, où donc il n'y aura plus d'espace pour le neutralisme au milieu. Bon, on n'en est pas là. On en est au sentiment de Sartre qui croit d'abord qu'on peut constituer une force politique et se rassembler. Avec le RDR. Oui, c'est le RDR qui va se casser la figure. Mais enfin, Simone de Beauvoir, par exemple, elle écrit « Sartre pensait que l'affaire Gary Davis n'était que du vent. Et d'ailleurs, ajoute-t-elle, l'Amérique fourmille d'excentriques inspirés. » Voilà ce qu'écrit Simone de Beauvoir. Quant à Sartre lui-même, dans une citation que je relève aussi dans votre livre, et quand il va finir par apporter temporairement un soutien... 10 mois plus tard, quand même. Oui, mais en plus, c'est un soutien modéré, mesuré. Et c'est parce que le RDR se casse la figure. À ce moment-là, il me semble... que vous comptez un peu trop sur la bonne volonté des hommes. Et en somme, si vous voulez, la critique de Sartre, on le voit, c'est que c'est de l'idéalisme pur et que c'est pas comme ça qu'on va faire la révolution mondiale, en somme, si je résume ça. Alors, c'est vrai. Alors, en même temps, il y a une critique qui formule à l'encontre des citoyens du monde qui est, je juge pertinente, c'est qu'il reproche d'être contre la future guerre mondiale, d'être contre toutes les guerres, mais de ne pas être concrètement contre la guerre très concrète que mène la France en Indochine, la guerre d'Indochine. C'est vrai. Et donc, le reproche d'être un peu ailleurs. Quoi. Donc, Gary Davis, finalement, je m'en tiens là pour les intellectuels, vous montrer à quel point il a été un signe de contradiction et en même temps une occasion de cristallisation ou d'évolution très forte des pensées politiques chez ceux qui s'efforçaient de redéfinir des positions dans ce contexte de la guerre froide. Mais, d'autre part, et ça vous en avez déjà donné la primeur, l'affaire Gary Davis, les citoyens du monde, ça n'aurait pas pris ce développement s'il n'y avait pas eu à côté de lui, derrière lui, des acteurs qui jouent un rôle déterminant en France, et alors qui étaient totalement tombés dans l'oubli. Moi, j'en avais jamais entendu parler, et vous nous en révélez la personnalité et l'action, au premier rang desquels est ce fameux Sarrazac. Mais il n'est pas le seul. Il y a un certain Guy Marchand, dont vous nous parlez aussi. Guy Marchand est plus jeune. Mais à l'époque, il y avait... Donc, il y a un petit groupe d'activistes, on dirait aujourd'hui. Et avec une concurrence, parce que... Il ne faut pas oublier, en 2 ans, cette histoire-là se passe en 2 ans,
Bon, j'ai élargi mon propos pour contextualiser quand même plus large. En partant d'Hiroshima en 1945, à la fin de la guerre de Corée, la mort de Staline en 1953, mais l'essentiel des faits, c'est en 2 ans, 2 ans et demi, quoi. Bon. Et j'ai juste consacré un dernier chapitre sur un épilogue, que sont-ils devenus depuis lors, quoi. Mais c'est que, faut pas oublier, la mémoire qui flanche, c'est une question d'âge, mais sur Toulouse. Non, sur Toulouse. Sur Toulouse, où il va y avoir effectivement une tournée de meetings, Sarrazac, Davis, c'est Davis qui attire la presse. Hein. C'est toujours Davis, quand on l'entend parler, c'est Emmanuel Lamorie, le fils de Pierre, hein, du grand historien, qui avait pour projet de réaliser un doc là-dessus. C'était il y a plus de 20 ans. Et il n'a pas pu, il m'a donné ses archives, ses documents de travail. Et il y a notamment un discours de Gary Davis enregistré sur Radio Toulouse et s'adressant aux Cadurciens. Bon, on a une difficulté à comprendre, quoi. Et, bon, il a une maîtrise complète du français. Mais Sarrazac est un grand orateur. Bon, et c'est lui qui clôt toujours les meetings. Et il y a une tournée de meetings qui commence le 16 juin 1949 à Perpignan, le 17 à Carcassonne, c'est le samedi 18 juin à Toulouse. Et quand on examine les tracts, j'ai notamment eu entre les mains plusieurs tracts qui étaient faits en 1948-1949 à Toulouse. Le comité Gary Davis a eu 2 adresses. D'abord, 17 rue de Rémusat, et ensuite une adresse qui dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous, 46 rue du Languedoc. C'était une librairie. C'était celle de Silvio Trentine. Exactement. Et oui, c'était... Mais voilà. Qui était à ce moment-là reparti en Italie. Et c'est vrai que sur Toulouse, il y a eu aussi... Il y avait des relais comme ça. Il y avait des relais à Bordeaux. C'est sûr. Mais bon, alors, nous en passons là au dernier niveau de votre livre. Alors, on apprend à peu près tout, ce que vous venez de nous dire, et bien d'autres choses. Ce que vous traitez surtout dans la deuxième partie, qui s'appelle mondialisation des territoires. Mais cette mondialisation des territoires, on se rend compte qu'elle est particulièrement active dans notre région, et tout particulièrement dans le Lot, autour de Cahors. Alors ça, c'est une totale révélation, cette sorte de surgissement d'une foi mondialiste à Cahors. Alors, il faudrait que vous nous expliquiez un peu le pourquoi. Il semble quand même qu'il y ait là l'héritage de l'empreinte de la résistance dans le département. Alors, il y a la résistance, oui, les maquis. Il y a l'effet du hasard, c'est que Sarrazac rencontre dans un train Paris-Toulouse un autre résistant, qui est Émile Bénac, qui s'occupe des Francs et Franches camarades. Mais à la différence du niveau national qui est très communiste, lui est d'obédience trotskiste. Donc, bon. Et ils se rencontrent, ils s'étaient croisés, ces 2 anciens résistants de réseaux non communistes. Ça a signalé aussi. Hein. Dans le Lot, il y a 3 députés à l'époque, dont un communiste, parce que Chapoux, le chef de la résistance dans le Lot, était passé avec les FT. Avait rallié la résistance FTP, communiste. Donc, voilà. Et c'est vrai que d'abord, précisons mondialisation. C'est que ça a l'air de rien, mais ce sont les pionniers, ces militants qui agitaient des mots en tous sens. Je vous dis, il y avait 5 périodiques qui se revendiquaient citoyens du monde. Alors, un peuple du monde, l'autre le citoyen du monde, l'autre les citoyens du monde. Bon, Pierre Berger avec Guy Marchand, c'était alors que de numéros, certes, mais la patrie mondiale, alors qui faisait écho à la patrie humaine. Hein. Donc ça, c'était le vieux pacifisme des années 30. Mais le terme mondialisation, le terme mondialisme, mondialité, c'est eux qui les ont inventés. La mondialisation qu'on subit aujourd'hui, ou plutôt la globalisation qu'on subit aujourd'hui, c'est pas du tout ça, parce que leur mondialisation, c'était la prise de conscience, Edgar Morin, hein, d'une communauté de destin. On est solidaire, qu'on le veuille ou non, le virus, il traversait les frontières. Déjà à l'époque, depuis les grands voyageurs, bon, c'était pas les multinationales, mais il y avait
du partage en termes économiques, en termes financiers moins, certes, en termes culturels, ça commençait déjà. C'était pas la domination qu'on subit aujourd'hui de quelques grands groupes, voilà. Et quand on parle de mondialisation, il faut avoir ça à l'esprit. Mondialiser les territoires, la charte de mondialisation qui sert de support à toute cette dynamique, c'est un élément fondateur. Pourquoi Cahors? Un peu par hasard, un peu les maquis, un peu le fait que Sarrazac, qui est vraiment le penseur de cette dynamique, veut que ça se fasse dans de petites villes. Toulouse ne sera jamais en voie de mondialisation. C'est trop grand pour lui. Cahors, 20 000 habitants, ça va. Carcassonne, c'était déjà un peu plus grand. Il a hésité pour choisir la ville entre Cahors, bon, donc qui a été choisi, l'île de Seine. Alors l'île de Seine, parce que symboliquement, oui, vous le savez, c'est là où tous les hommes en âge de porter les armes. Elle avait rallié la France libre. Voilà, en 40, sont partis rejoindre De Gaulle. Et puis Verdun. Et Verdun, parce que 14-18, enfin 1916 plus exactement, quoi. Et donc c'était par rapport aux souvenirs des deux guerres mondiales. Et de même qu'il y a cette volonté, effectivement, de s'affirmer en tant que commune, repartir, ça aussi c'est une vieille tradition, repartir sur les communes. C'est à partir des communes, c'est à partir des gros bourgs, qu'on peut effectivement avoir prise sur notre destin, qu'on peut... ça donnera lieu au jumelage après, même si c'est que un héritage, mais de commune à commune, au-delà des frontières, au-delà des nations, au-delà des langues. Et Cahors est à la tête de cette dynamique, mondialisation 30 juillet 1949. Alors, quand le chercheur, quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, tout à fait par hasard, parce qu'on j'y connaissais rien. Je faisais une conférence sur les réfractaires dans le Lot. Il y en avait beaucoup eu sous la Révolution de l'Empire. C'est un domaine que je connaissais. Et puis, à la fin de la conférence, on m'a dit, mais tu ne nous ferais pas quelque chose pour l'année prochaine sur... Je ne connaissais rien, moi. Bon, mais alors, à Cahors, d'accord. Donc, le grand organisateur, le Sarrazac, jette son dévolu sur Cahors. Mais Cahors répond. Le conseil municipal de Cahors vote... alors, les 7 députés communistes s'abstiennent. Alors, non, mais vote une motion d'adhésion voilà. sans barguigner. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que la population approuve. Alors, par un référendum, je mettrai des guillemets. C'est-à-dire, il y a avec leur carte d'électeur, il y a des registres chez les commerçants du coin, au bureau de tabac, à l'épicerie. Enfin, c'est pas le fameux RIP des Gilets jaunes. Non, en fait, c'est un référendum donc, sorti des pavés des Cadurciens. Figeac, qui est sous-préfecture, plus encore. Puis après, il y a 239 communes du Lot. Le département comptait 330 à l'époque. 239 communes du Lot qui se veulent mondialiser, qui se veulent dans cette dynamique. C'est-à-dire les 2 tiers des communes. Quelques années après, ce sera dans le Gard, où il y aura 186 communes. Oui. Et c'est vrai que pourquoi les petites communes aussi? C'est vrai que dans les petites communes, il y a rarement la présence du Parti communiste. Je crois qu'ils tiennent 12 ou 13 villages dans le Lot, c'est tout. Bon, quelquefois, il y a des affrontements, par exemple à Gourdon. Mais le Lot est un département relativement rural, à part Figeac. Oui. Je veux dire, alors, moi, ce qui est frappant, c'est quand même le rôle de certaines personnalités locales, en particulier du milieu médical. Ah oui. Donc, le docteur Rougier, qui est un chirurgien, directeur de l'hôpital, directeur de l'hôpital, président du conseil général, non? Alors, et SFIO, mais il y a beaucoup de... Et puis, un jeune médecin Louis Sauvé, qui débarque là. Ouais, et avec le docteur Gilles, il ne faut pas oublier que on est 1949, là, plus en 48, mais en 49. Et qu'il y a encore des restrictions alimentaires. Le pain, le rationnement du pain, c'est jusqu'en décembre 1949. Le rationnement de l'essence, jusqu'en décembre 1949. Qui a une voiture et qui a des bons pour faire face à avoir de l'essence avec le rationnement? Souvent les médecins. Et c'est vrai que Sarrazac organise ça avec les médecins, qui vont voir des patients à la campagne, en milieu rural, et qui voient les secrétaires de mairie, qui voient les maires. Donc il y a ce que Bourdieu appellerait des réseaux de sociabilité, et pas que du clientélisme, qui font qu'il y a une dynamique hors des grandes villes,
parce que on est à l'écart des grandes voies de circulation aussi dans le Lot. Hein. Ça échappe à l'influence parisienne. Et c'est vrai qu'il y a deux temps. Et il y a le temps des grandes villes, et il y a le temps, Cahors, 20 000 habitants, c'est pas une grande ville. Et Figeac, où je serai dans 15 jours, là, Figeac, il se passe énormément de choses, parce que il y a une dynamique, il y a des gens qui portent ça, qui font des meetings, les profs. Alors, il y a les anciens combattants aussi. Oui. Mais les enseignants, alors qu'ils soient effectivement socialistes, oui, ou qu'ils soient MRP, souvent anciens résistants. Parce que alors, ce qui me frappe, quand on connaît la géographie électorale politique du Lot sous la Troisième République, on en parlait avec Pierre Laborie, où il y avait toujours la grande coupure entre radicaux anticléricaux d'une part et la droite liée à l'Église catholique. Or là, dans ce mouvement, on va retrouver des représentants de ces deux traditions adverses qui vont se retrouver au coude à coude. C'est assez extraordinaire. Je serais mieux placé que moi pour dire, mais enfin, je l'écris quand même dans le bouquin, je rappelle, que quand même, pas tous les œufs dans le même panier. Dans le Lot, on envoie les garçons à l'école laïque. Oui, oui, dans les familles. Voilà. Mais aux urnes, on votait quand même que pour l'un, et pas pour l'autre. Bon, donc, c'est vrai qu'il y a tout sauf les communistes. Hein. C'est-à-dire, j'ai même trouvé il y a des villages où il y a des conseillers municipaux MRP, pas MRP, RPF, c'est-à-dire Rassemblement du peuple français, néo-gaullistes, hein, oui, qui effectivement sont dans cette dynamique-là. J'ai trouvé trace d'un armurier. Oui. Bon, ça peut s'expliquer à cause de la position de Gaulle qui est hostile à la tutelle américaine sur la France. Bien sûr. Parce que par ailleurs, effectivement, je ne crois pas que le concept et citoyen... Dans la Haute-Garonne, ce qu'il y a, c'est Revel. Oui. Revel, à l'époque, ben oui, le chef de l'État, Vincent Auriol, a reçu Gary Davis. Est natif de Revel. Et il a reçu Gary Davis, on ne l'a pas dit. Il reçoit Gary Davis, et non content de ça, c'est que il reçoit Gary Davis alors qu'il n'a plus de titre de séjour, donc il est dans l'illégalité en France. Bon, et ça se passe bien. Alors c'est une visite privée. Bon, la presse s'en rend compte. Mais la ville autant je vous disais, Toulouse, il n'a jamais été question de faire en sorte que Toulouse soit mondialisée, même s'il y a eu meeting, place du Capitole, que bon, voilà. Mais le 18 juin 1949. Mais le Revel est à l'honneur de la presse nationale et même internationale quand le maire de Cahors, Calvé, et le maire de Revel-Sudre annoncent leur mondialisation et celle de 239 communes au kilomètre zéro d'où partent toutes les routes de France. Enfin, quand il y avait les routes nationales, vous savez, celles qui veulent vendre. Bon, c'est-à-dire sur le parvis de Notre-Dame, hein, effectivement, il y avait le kilomètre zéro, et là, c'est baptisé Chaussée mondiale des peuples. C'est là qui va être la naissance de la route sans frontières, de la route mondiale numéro 1. Quoi. Et Revel, et donc le maire de Revel, qui est reçu ensuite par Vincent Auriol, et pour lui annoncer que, puisque la ville est mondialisée, il est devenu citoyen du monde. Ça, c'est ce que dit la presse. Hein. Oui. Mais j'ai étudié attentivement les mémoires de Vincent Auriol. Il ne parle pas de la visite de Sudre ce jour-là. Par contre, il parle de la visite de Sarrazac et Gary Davis ensuite. Ça, bon, sûr, oui. Alors, il nous reste peu de temps. Alors, un mot quand même sur une anecdote qui a son importance. Est-ce que c'est à cause de son engagement de citoyen du monde qu'André Breton va élire domicile dans le Lot et plus concrètement à Saint-Cyr-la-Popie? Bien sûr. Ah, mais il faut le dire. Bien sûr, c'est bon, l'inauguration de la route mondiale sans frontières. Bon. 24 juillet 1950, Cahors. Alors, on inaugure la première borne. Pour qui fouille un peu, on se rend compte que il y a une vieille rivalité entre Cahors, préfecture et la sous-préfecture en Figeac, parce qu'il y a une borne qui a déjà été inaugurée la veille à Figeac. Bon, c'est bien que de temps en temps, je m'amuse à le rappeler aux Cadurciens, quoi. Mais bon, il y a cette route sans frontières devait aller de Cahors à Figeac et relier ensuite Königswinter, New Delhi de l'autre côté, d'un côté New York, de l'autre côté Moscou.
Donc, au-delà des frontières, au-delà des blocs, au-delà des installations. Et puis, c'est vrai que Breton soutiennent Sarrazac depuis le début. Alors, j'ai tendance à penser, enfin, c'est en tout cas mon sentiment, que Breton, lui, à cette époque-là, les intellectuels qui avaient vraiment pignon sur rue avaient des titres de résistance. C'est pas le cas de Breton. C'est pas le cas de Breton, il a passé la guerre à New York. Bon, eh ben, oui, il était à New York comme d'autres, mais bon, vraiment, il ne peut pas se glorifier d'avoir été résistant. Et résistant armé, parce que seul à l'époque la résistance armée. Et donc, Sarrazac, qui lui a été résistant, même si Freinet l'a engagé à devenir résistant en 1941, il a tenu 2 ans, comme d'autres. Bon. Mais bon, il est devenu résistant en 1943. Et c'est vrai que il y a, de la part de Breton, ce souci de s'inscrire dans le territoire. Il découvre Saint-Cyr-la-Popie, parce que la route qu'il devait faire à Cahors-Figeac, pour les journalistes et pour les invités, on les amène jusqu'au pied de Saint-Cyr-la-Popie, à Tour-de-Fort. Là, c'est pareil, le maire de Saint-Cyr-la-Popie dit « Ah, il y avait une borne là !» Oui, il y avait une borne 5 km en bas. Saint-Cyr-la-Popie, je ne sais pas si vous êtes déjà monté, mais il n'y avait aucun parking, enfin, c'était inconcevable. Il y avait une borne en bas. C'est parce que le site est embrasé. Et l'embrasement de Saint-Cyr-la-Popie, c'est vrai que ça doit être... Bon, c'était en plus le 24 juin, donc le jour de la Saint-Jean, donc des feux de Bengale partout. Donc, il y avait un côté fête. Et c'est le coup de foudre pour Et Breton. c'est le coup de foudre, oui. Et il écrira 2 ans après. Son père lui achète l'ancienne auberge des Mariniers, et il écrira sur le livre d'or de la commune « Depuis lors, j'ai cessé de me désirer ailleurs oui. ». Et c'est vrai qu'il viendra passer tous ses étés dans le Lot. Alors, il y a effectivement toute une mythologie. C'est vrai que André Breton, qui fait un grand texte, la mairie de Cahors a acheté le tapisserie à l'encre verte illisible. Bon. Et il rend hommage au département du Lot, qui a le rôle de pionnier. Mais en même temps, Breton aura quelques années après, quand il touchera la grosse Merle, pour vérifier que ce n'était pas un faux. Mais c'est vrai qu'il y a la superposition des deux. Il y a dans le Lot, alors c'est étrange, moi c'est comme ça parce que c'est réfugié dans le Lot, que j'ai découvert l'existence de cet imaginaire encore prégnant. Quoi. Alors que dans le Gard, par exemple, c'est pas le cas, alors qu'il y a eu 186 communes aussi. Hein. Mais dans le Lot... on s'en souvient. On s'en souvient. Et autour des bornes. C'est-à-dire qu'il y a eu des bornes en 1950. Bon. Mais en 2000, on a refait des bornes pour le cinquantenaire. Puis en 2010... on a rénové des bornes. Et puis, il y a même l'école de carrosserie. Je fais beaucoup de conférences dans le Lot, et notamment auprès des élèves CAP carrosserie. J'essaie de faire plus court qu'aujourd'hui, quoi. Mais j'ai des images. Bon. Et donc un PowerPoint. Et c'est vrai qu'il y a toute une école de carrosserie qui les élèves, les profs de carrosserie et les français histoire géo, les font travailler là-dessus, des répliques des bornes à l'ancienne, des petites aussi, pour comme ça, ils m'en ont provisionné. Bon, j'ai bien droit à une petite borne pour mettre sur mon bureau. Sympa. Non, mais c'est totémique dans le Lot, cette histoire de borne. Et parce que c'est censé symboliser, effectivement, le monde sans frontières, pour mémoire, les associations comme Médecins sans frontières, comme RSF. Quand on cherche sur Google le nombre d'associations qui aujourd'hui se veulent sans frontières, ou du monde, ou du monde, oui, mais alors, sans frontières. Pour finir, dernière question, mais vous n'allez pas y répondre à fond, mais cet embrasement extraordinaire en France, il dure quoi? Il dure 2 ans à peine, ouais. Et puis le mouvement va très vite s'effondrer. Alors comment s'expliquer cette chute si rapide? On a déjà du mal à expliquer l'éruption si violente, et la chute l'est tout autant. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il faut faire court. D'abord, il y a la guerre de Corée. Un premier choc, c'est le jour où est inaugurée cette deuxième borne qui était censée être la première. Éclate la guerre de Corée. C'est le lendemain qu'on l'apprend, parce qu'il n'y avait pas d'infos en continu comme aujourd'hui. C'est un choc, parce que les mondialistes, ça fait des années qu'ils disent « Attention, il va y avoir une guerre. Il va y avoir une guerre, elle sera mondiale et elle sera atomique. Donc, l'humanité est en péril. »
Là, il y a une guerre. Hein. Donc, c'est le choc, et une vraie, et elle n'est pas du tout atomique. Et la France doit envoyer 3 ou 4 000 hommes, je n'ai plus le chiffre en tête. Hein. C'est les Américains hein, qui combattent contre des soi-disant volontaires chinois. Les Russes, les Soviétiques fournissant du matériel, juste. Mais pendant 3 ans, c'est une guerre terrible avec des millions de morts. Hein. Il y a la guerre d'Indochine. Il y a le fait, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, le durcissement de la guerre froide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour le neutralisme, pour les gens qui, ni Moscou ni Washington. La SFIO est complètement passée à l'ouest. L'Europe en construction est complètement une Europe sous domination américaine. La France accepte le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest, ce qui était inconcevable quelques années avant. Signe parmi d'autres, hein, Vincent Auriol, SFIO, il avait été résistant. Lui succède en 1951 comme chef de l'État René Coty. René Coty, pour le dire vite, hein, il avait signé les pleins pouvoirs à Pétain. Bon, c'est-à-dire la France a changé, c'est plus la même. Hein. Mais Gary Davis lui-même, est-ce que d'une certaine manière, il n'abandonne pas le navire Gary Davis, il est comédien, donc il est rapidement ailleurs. Wow. Il refait le même rôle. Il rentre aux États-Unis au mois de mai 1950 pour se marier à une comédienne qu'il n'a jamais rencontrée, avec laquelle il a échangé 3 lettres. Bon, c'est Gary Davis, quoi. Hein. Bon, il continuera après à fabriquer des passeports. Alors, des passeports qu'il donne à des célébrités, ou sont les photographes, hein, voilà, et qui vend, hélas, je dis bien hélas, parce qu'il le reconnaît dans ses mémoires, qui vend, hélas, à des sans-papiers, et des gens qui réussissent à passer des frontières, d'autres qui ont de sérieux ennuis, parce que, bon, ça peut passer. Aujourd'hui, avec le contrôle électronique, ça m'étonnerait que ça passe beaucoup. Hein. Mais Sarrazak aussi, le rôle de Sarrazak qui finira, bon, il était catho jusqu'au bout, bon, le Sarrazak, il finira par donner sa maison, bon, il aura perdu sa femme, il sera en maison de retraite, bon, il finira par donner sa maison à Monseigneur Lefebvre. Mais ça, bon, c'est quoi, 30 ans après ou... Oui, mais bon. Mais en même temps, il y a des gens qui... L'abbé Pierre, jusqu'au bout, Pierre Berger, c'est lui, Pierre Berger, même Yves Saint-Laurent, bon, qui... Alors ce sera un des 2 ou 3 propriétaires du journal Le Monde. Lors de la mort de Gary Davis en 2013, c'est lui qui écrit la nécrologie de Gary Davis dans Libération. Pas dans Le Monde, mais dans Libération. Et il a continué à financer longtemps Gary Davis. Donc il y a eu des fidélités, on va dire. Ah ben oui, parce que et je sais pas, Edgar Morin qui est devenu... Il n'était pas en 1950, il est devenu vers 1953, puisqu'à l'époque il était avec le groupe de Marguerite Duras, donc en rupture de banc avec le PC. Mais ce sont des gens qui vont avoir Camus, 57, mais jusqu'au bout... Camus témoignera quand Gary Davis aura des ennuis en justice. Il y a une solidarité, il y a une fraternité, il y a des valeurs fortes. Maintenant, il y a des héritages plus ou moins assumés. C'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup les citoyens du monde. L'un d'entre eux, avec lequel je correspondais là ces jours-ci encore, écrivait cette belle formule disant que c'était une nébuleuse aujourd'hui. Une nébuleuse à l'activité diluée. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'on peut se vouloir citoyen du monde, il faudrait peut-être une refondation autour de, peut-être, c'est pas l'histoire du virus, mais je pense plutôt au changement climatique qu'on va connaître, hein, et à ce que ça va générer comme migration, vu la politique des États par rapport aux migrants, il y a sans doute quelque chose à repenser en termes de remise en cause des frontières, justement, et de solidarité au-delà des États-nations. Mais je pense que ça a toute son actualité quand on voit effectivement la peur de l'autre, la haine de l'autre, la montée des nationalismes, les crispations identitaires de tous côtés. Ça resterait d'actualité. Bon, oui. Peut-être qu'on pourrait demander quand même à l'auditoire s'il y a quelques questions, car nous avons été très bavards tous les deux. Surtout moi. Oui, mais moi aussi. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment. En revanche, les instructions, c'est qu'on ne peut pas faire circuler le micro. Donc, avez-vous des questions à poser? Vous avez le droit d'écarter un peu le masque, là, pour poser la question. Après, vous le remettez. Une question. Est-ce que le mouvement des non-alignés qui avait son essor dans les années 60 Bandung. s'inspire comment? Non, Bandung, oui. Ça s'inspire un peu de ce... Non. Rien à voir. Non.
Non, non, c'est plutôt plutôt lié au tiers-mondisme. C'est ça. Tu vois, je pense. Alors, à la place de l'Inde. Alors, c'est vrai que, par exemple, on n'a pas parlé, mais à ce moment-là, en 48-50, il y a effectivement un certain nombre de communes, de villages indiens qui se veulent mondialiser aussi. Bon, alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire après, si tu veux, hein? C'est que, comment dire, il y a une affirmation, c'est comme se vouloir citoyen du monde. Tu as ta carte, mais si ça ne change pas ta vie, quoi. Bon, pour une commune, c'est vrai que, par exemple, Louis Sauvé, qui a beaucoup joué un grand rôle dans le Lot, reconnaissait sur le tard, et il est mort à Saint-Vénan l'année dernière, qu'ils avaient été trop vite, qu'ils avaient voulu précipiter les choses, et parce qu'il y avait une échéance qu'on n'a pas racontée, c'est qu'ils s'étaient mis d'accord, les citoyens du monde en France s'étaient mis d'accord avec les citoyens du monde et fédéralistes mondiaux, c'est pas tout à fait la même chose, en Belgique, en Angleterre, au Danemark, en Suisse, notamment, hein, bon, pour qu'il y ait une réunion à Genève à la fin de l'année 1950, où 3 millions d'habitants, ça voulait dire 3 délégués, pour une assemblée constituante mondiale. C'est-à-dire, pour refonder un ordre mondial et dépasser l'ONU, on allait rejouer comme du temps de la Révolution, une assemblée constituante, si ce n'est que c'est une assemblée constituante des peuples. Bon. Et c'est vrai que pour aller très vite, au-delà des communes, on s'est retrouvé avec, par exemple, c'est à ce moment-là que Montpellier a été mondialisé. Alors que Montpellier, si tu veux, le conseil municipal dans un village, il peut être en relation avec les électeurs, avec la population. Une ville comme Montpellier, tu vois, ce sont des élus, ils sont délégués ailleurs, quoi. Pire que ça, c'est pour aller encore plus vite, pour mondialiser un territoire sud-ouest qui fasse 11 départements, donc 3 millions d'habitants. Bon, ce sont les conseils départementaux qui, à la suite de celui du Lot, il y a 11 conseils départementaux qui vont dire qu'ils sont favorables à la charte de mondialisation, favorables à cette dynamique-là. J'hésite à l'appeler mouvement, hein, parce qu'il n'y a pas... Pourquoi pas mouvement? Parce que il y a la peur de devenir mouvement en se structurant. Si ce n'est que ne se structurant pas, c'est une des causes de l'échec. Hein. Oui, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, c'est une affirmation qui n'est pas suivie des faits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Car il n'y a pas d'autres questions. Oui, monsieur. Éventuellement, oui. Vous avez beaucoup évoqué la France, ouais. Mais pourquoi ça ne pousse pas ailleurs, en Angleterre, peut-être en Si, Italie? ça pousse, mais sous d'autres formes. Ça pousse sur d'autres formes, ce que j'appelle le fédéralisme mondial. Alors, la différence, c'est un gouvernement mondial et pas un parlement. Bon. C'est que, à la différence de la France, où en France, c'est des chartes, mais parce que les chartes liées aux communes, ça renvoie à l'histoire française. Et là, ce sont plutôt des élections témoins, c'est pas des référendums. Et Claude Bordet, va se déplacer pour couvrir, par exemple, Cahors, qui se veut Cahors Mundi, c'est bon, Cocorico à Cahors, la première ville au monde qui s'est voulu Cahors Mundi, oui. Mais avant, il y a eu Silkeborg Mundi au Danemark, il y a eu Chelmsford Mundi en Grande-Bretagne, tu vois, et Béziers a été mondialisé. Oui, Béziers, Béziers n'est pas responsable 70 ans après avec l'actuel maire. Mais Béziers a été mondialisé, mais d'une autre manière, avant Cahors. Tout simplement parce que le meeting à Cahors a été reporté. Ce qui était prévu, c'était le 19 juillet 1949. Et que comme Gary Davis, qui attirait les foules, c'était lui qui était populaire. C'était lui qui était à la une de l'actualité. C'était l'icône. Hein, et que, bon, c'est lui qui envoyait dans Paris Match. Oui, mais y compris, j'ai point de vue image du monde, il y a des pages d'un point de vue image du monde, même sur les Caduciens, quoi. Hein. Mais c'est vrai que c'était à tel point que Guy Marchand, qui était un citoyen du monde proche de Gary Davis, et lui pacifiste à l'ancienne, disons, se querelle rapidement avec Sarrazac, et il accuse Sarrazac de manipuler, il dit c'est un guignol, tu te sers vous vous servez de... C'était le marionnette. Voilà, voilà. Et mais il se passe d'autres choses dans d'autres pays. Ce qu'il y a, c'est que en termes de sources, je manie le français à peu près, l'anglais aussi, l'espagnol un peu moins, la diversité des sources, la pluralité, bon... je me suis centré là-dessus parce que Jean-Pierre le rappelait tout à l'heure.
écrire, c'est rien. Bon, il m'a fallu 8 mois. Le réduire, c'était plus coûteux. Il m'a fallu 1 mois parce que c'était trop gros. Bon, on coupe. Aujourd'hui, il ne faut pas de gros livres. Et c'est vrai que comment dire, Le mouvement s'est étendu au-delà. oui, non, mais il m'a malgré fallu tout, 4 ans de recherche malgré tout, pour recouper, quoi. on a bien vu quand même qu'il est né en France à cause À cause de l'ONU. d'une conjonction d'événements. L'ONU. Et c'est là, sans doute, que s'est situé le moteur le plus puissant. Oui, Est-ce oui. que vous avez d'autres questions, monsieur? Juste une question. Avec un rôle d'honneur de caractère, pourquoi c'est arrivé dans vos mots d'être une histoire oubliée? Ah, pourquoi on l'a oublié? Oui, vous avez expliqué Ouais. les chutes, C'est une bonne question, ça. mais pourquoi oublier? C'est une bonne question. Je pense que il y a eu des rebonds. Il y a eu des rebonds, par exemple, en 1966, avec ce qu'on appelait l'appel des 13, parce qu'il y avait un certain nombre de prix Nobel qui avaient réincité à s'affirmer citoyen du monde et à aller, faute d'assemblée constituante des peuples, vers un congrès des peuples. Bon. Et c'est vrai que comment dire, il y a eu une dispersion, il y a eu une pluralité. Quand je dis 5 journaux, c'est qu'il y avait des tendances, des affirmations différentes. C'est que la mémoire n'a pas été forcément portée de même manière. Dans le Lot, c'est par André Breton que c'est revenu. C'est en 1996, enfin il y a eu un article de presse important en 1990, mais c'est en 1996 qu'Elisa, la veuve d'André Breton, a voulu le ressortir une histoire de bornes et a fait que la mémoire s'est cristallisée sur les bornes. Mais pourquoi après c'est oublié? Je pense que c'est oublié parce que, comment dire, cette période-là, pour moi c'est une période passionnante, en ce sens que Einstein qui dit un monde uni ou le néant, moi je dirais tout est possible. C'est-à-dire, on est encore à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La résistance n'est pas loin, il y a encore un espoir, mais c'est la fin de l'espoir. Hein. Bon. Mais il y a encore des changements possibles. 2 ans après, le monde est figé, quoi. Hein. Et la guerre froide, on le sait. Bon, la fin de la guerre froide, c'est quoi? C'est la chute du mur, 1989. Et c'est une histoire qu'en même temps, alors on l'a réduite aussi au côté caricatural de ce petit homme en blouson d'aviateur. Parce que c'est vrai que quelqu'un me le disait l'autre jour à Cahors en librairie, mais s'il se voulait autant pacifiste, pourquoi il s'exhibait toujours avec son blouson d'aviateur? C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y avait de la mise en scène. Bon, il n'y a pas eu de gens pour porter cette mémoire. Il y a eu Jean Rostand, il y a eu de grandes figures. Hein. Il y a eu Dumont, tu vois, enfin, en France, mais ce sont des gens qui n'étaient pas forcément liés à un moment donné, à un mouvement social. Ça aurait pu être avec les écologistes, hein, tu vois, mais... Qui n'existait pas à l'époque. Dumont, il est 74 déjà, quand même. Hein. Oui, mais c'est quand même... Eh oui. Oui, il y a une dame. Hein. Il y a une dame là-bas. Oui. Alors, monsieur... Je ne sais pas qui c'est, la dame. Je la vois. Si, c'est Geneviève. Ah, je ne la vois pas. Ah, mais je ne se levait pas. Alors, madame... Est-ce que ça n'a pas été oublié aussi? Parce qu'effectivement, à partir du déclenchement de la guerre froide, il n'y avait plus de place pour les neutralistes, comme tu as dit, entre ceux qui... Enfin, il n'y avait plus de place pour ceux qui disaient ni Washington, ni Moscou, et qu'au même moment, ça n'a pas été abordé, au même moment, il y a eu le développement du mouvement de la paix sous l'égide des partis communistes. C'est vrai. C'est-à-dire... Oui. C'est-à-dire que alors ça, je l'explique, même si j'ai réduit, je mets en relation, et notamment en termes d'études avec les dossiers des renseignements généraux. Quoi, là. Donc la police, c'est une source comme une autre, mais quand on la croise, on peut avoir des informations importantes. Et c'est vrai que j'ai pu avoir accès facilement, d'abord au fichier des renseignements généraux sur les communistes, et ensuite sur les mondialistes, c'était plus compliqué. Mais on voit qu'il y a une concurrence et quelquefois une confusion. On l'a oublié, hein, mais par exemple à Cahors, combien de fois il a fallu que je me fasse entendre sur non, c'est pas la route de la paix,
parce que pendant un moment, il y a eu cette confusion. Route de la paix égale mouvement de la paix. Et à l'époque, c'était les partisans de la paix qui, en 1951, deviennent le mouvement de la paix. Il ne faut pas oublier que l'appel de Stockholm du printemps 1950, selon 2 historiens qui ne sont pas communistes et qui ont longuement travaillé sur la question, pour l'un, c'est 9,5 millions de signatures en France, pour l'autre, 13 millions. Il y avait 40 millions de Français. Si on compte les donc adultes, ça a capté c'est l'aspiration énorme. Et il y a eu pacifiste. la confusion. Hein. Je sais qu'à Cahors, quand on croise les sources, quand on voit les rapports d'enseignement généraux, ou même la presse, qui disent, attendez, avec qui est-on, de quelle paix parle-t-on, quoi. Et c'est vrai que la paix du mouvement de la paix, elle s'inscrivait complètement dans la diplomatie soviétique, quoi. Il ne faut pas oublier non plus que c'est en 1950 que le dénommé Joseph Staline a droit à un film dont le commentaire est écrit et hélas dit par Paul Éluard, qui s'appelle « L'homme que nous aimons le plus », quoi. On est vraiment dans la guerre froide au profond au possible. C'est vrai, quoi. Et que le mouvement de la paix, aujourd'hui, il est peu enraciné, mais il a pu ressurgir, on l'a vu dans les années 90, avec les euromissiles, par exemple. Hein, tu vois. Alors, ce qui n'a rien à voir avec le mouvement pacifiste allemand, quoi, hein, avec les Grünen, qui était beaucoup plus important, quoi. Allez, une dernière question, parce que là, je crois qu'il faut qu'on termine. Monsieur. Oui, et s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un lien, si vous voulez, entre ce que je peux appeler personnellement l'approche un peu humaniste, ce que vous voulez décrire notamment, et le lien avec une approche économique, cette mondialisation économique? Vous savez, les gros ensembles, si vous voulez, sur le... Non, à l'époque, il n'y en a aucun. Je vous dis, c'est eux qui ont inventé le mot mondialisation. Aujourd'hui, effectivement, la mondialisation, pour ça que je préfère parler de globalisation, c'est effectivement les multinationales, les États n'ont même plus leur mot à dire. La délocalisation, la guerre de tous contre tous, on va chercher les esclaves le moins cher, on l'a vu avec la fabrique de pneus japonais, là, bon. Non, il n'y a aucun lien. Leur mondialisation se voulait solidaire, fraternelle, bien sûr, mais au service des peuples. Réellement, aujourd'hui, qui peut dire que la mondialisation est au service des peuples? Voilà, bon. Et donc, c'était tout à fait autre chose, quoi. Il y a monde et monde. Comme on le Oui, c'est un autre monde. Hein. Eh bien, écoutez, sur cette bonne parole, je ne peux que vous remercier. Merci. Remercier Michel Auvray de s'être prêté à cette séance de torture et encourager ceux qui ne l'auraient pas fait à se procurer son livre pour en approfondir tout le contenu. Merci à tous. C'était Michel Auvray à la librairie Ombre Blanche le 29 septembre 2020 pour la parution de son ouvrage « Histoire des citoyens du monde, un idéal en action de 1945 à nos jours » paru aux éditions Imago. Michel Auvray est aussi l'auteur des ouvrages suivants « Objecteurs, insoumis, déserteurs, histoire des réfractaires en France » et « L'âge des casernes, histoire et mythe du service militaire ».